Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. On va parler de la Guinée. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, Alpha Condé accédait à la présidence de ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'issue d'une élection controversée. Il faut dire qu'il s'était passé plus de 4 mois entre les deux tours de scrutin et qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de parlement élu, les élections législatives n'ayant pas été organisées comme le nouveau président l'avait pourtant promis. Bref, après des décennies de dictature, une démocratie bancale. Un an après l'accession au pouvoir d'Alpha Condé, nos reporters sont allés à la découverte de cette Guinée-Conakry dont le sous-sol regorge de richesses, mais où la plupart des habitants vivent dans le plus grand dénuement. Reportage pour France 24, Fatima Tawan et Willy Bracciano. Marché de Matoto à Conakry. C'est une descente musclée qu'opère la police militaire. Un homme en uniforme vient d'être localisé. Non, t'as permission. Il n'est pas permissionnaire. En Guinée, depuis la mi-janvier, les militaires surpris en uniforme, en dehors de leur service, sont traqués. La tenue de rigueur, des vêtements civils. L'objectif, restaurer auprès de la population l'image de l'armée, dont plus de la moitié des effectifs n'est pas encore encasernée. Certains continuent de racketter, voire terroriser les habitants. Chaque fois, on voit des militaires aussi qui ont des fusils sur eux, marchent, descendent. Ils peuvent tuer des populations pour effrayer la population. Il y a des militaires qui sont brigands. Les gens qui sont là maintenant à prendre leurs camarades militaires, là, c'est ceux qui sont des vrais militaires. Nous, ça nous plaît beaucoup, surtout moi, j'aime trop ça. Une population qui acclame ces militaires, du jamais vu en Guinée. Direction maintenant le camp Alpha Yaya Diallo pour interrogatoire. Aujourd'hui, présence de la caméra oblige, c'est le commandant Diakité, porte-parole de l'armée, qui va les passer sur le grill. Tu n'es pas policier, toi. Tu seras déféré. Enlève ça là, il faut pas apporter ça là, ça c'est fini. Reste comme ça, c'est très cool. Et vous? Élève policier. Hein, toi? Oui, service à la VSI. Élève policier, pourquoi tu portes le grade? Il n'est pas en mission, il n'est pas en permission. Donc il est en divagation. Bon, un homme comme ça, on le prend, on mettra à l'actif au niveau de la police. Ils vont dire que c'est la police qui est en train de fatiguer la population, étant donné que ce n'est pas un homme en activité. Bon, plus porter maintenant. Il a 40 ça. Des anciennes pratiques héritées de 50 ans de dictature. Ce jour-là, une dizaine de militaires et de policiers seront arrêtés. Nous ne saurons pas ce qu'il adviendra d'eux. Officiellement, ils seront déférés devant la justice. La justice, cela fait maintenant 2 ans que ces hommes et ces femmes l'attendent. Ce sont des victimes du massacre du 28 septembre 2009, perpétré par des militaires. 150 morts, plus d'1 millier de blessés, selon des rapports d'ONG. Les images me reviennent de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Je sais qu'on a subi ici. Depuis ces événements, c'est la première fois qu'ils reviennent dans ce stade. Je suis tombé là sans mourir. Ils l'affirment, ils connaissent leurs bourreaux encore en liberté. Ceux qui sont présumés coupables sont dans le gouvernement. C'est peut-être pour ça qu'ils traînent les pas. En 2009, ils manifestaient contre la candidature du chef de la junte au pouvoir Dadis Camara, qui briguait la présidence. Dans la foule, une majorité de Peuls, leur ethnie, délibérément visée, selon les organismes internationaux. Il faudrait que la vérité soit dite et que les coupables soient identifiés et punis. En ce moment, les victimes essuieront leurs larmes et auront pour objectif aussi la réconciliation nationale comme le prône le président de la République au jour d'aujourd'hui. Pour que la réconciliation nationale soit totale, tous réclament à l'actuel président l'instauration d'un vrai dialogue avec l'opposition. Ce samedi-là, justement, l'opposition mobilise ses troupes. Plus de 10 000 militants dans le fief de Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2010. Autour de lui, tous les leaders qui comptent. Il dénonce en chœur le report à répétition des élections législatives. Ce combat que nous menons, c'est pour que nous ayons un Parlement, une Assemblée nationale
qu'il puisse jouer son rôle de contre-pouvoir, son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Comme pour faire pression sur le pouvoir, les rues sont envahies par les partisans de Diallo. Si les élections législatives avaient lieu demain et dans des conditions transparentes, ils sont convaincus que leur parti battrait celui de l'actuel président Alpha Condé. Son parti ne peut pas, dans les conditions d'aujourd'hui, obtenir la majorité indispensable pour lui octroyer la légitimité qui lui manque, mais aussi pour contrôler l'Assemblée. Souvenez-vous qu'au premier tour, il a eu 18%, lui et son parti. Les partis qui étaient dans sa coalition, comme Lansana Kouyaté et d'autres, Kassouri Fofana, chacun veut aller aujourd'hui avec ses propres couleurs. Or, il veut, avec son RPG, obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est impossible. La réponse du président est sans équivoque. Dans son palais, il joue la sérénité. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est pressé pour organiser les élections, c'est bien moi. Pourquoi j'ai obtenu 18% au premier tour, mais j'ai tout de suite dit que j'allais gagner. Il y a un président de la République et on connaît aujourd'hui l'évolution des rapports de force sur le terrain. Donc moi, je suis plus pressé que tout le monde. Ceux qui disent ça ne connaissent pas les réalités guinéennes. Un an après son accession au pouvoir, la Guinée d'Alpha Condé est encore en transition. En témoigne cette assemblée, le Conseil national de transition qui depuis 2 ans fait office de parlement aux grandes dames de sa présidente. Je déclare que cette plénière, elle peut se tenir. La très célèbre syndicaliste Rabiatou Serra Diallo s'est toujours battue pour l'instauration de la démocratie. Elle estime qu'on est encore loin du but. On ne peut pas parler de démocratie parce qu'il y a des outils qui manquent. On ne peut pas parler de ça. C'est notre intention. Nous sommes là-dessus. Nous sommes sur le terrain pour ça. Mais il n'est pas encore au complet. Il faut que tous les outils soient là pour qu'on parle d'une démocratie réelle. Et là, c'est les législatives qui font défaut aujourd'hui. Pas de parlement, pas de cour constitutionnelle, ni de cour des comptes. Un vide institutionnel qui ne rassure pas les investisseurs. Et pourtant, la Guinée ne manque pas d'atouts. Bauxite, or, diamants, fer, rivières en abondance, ce qui vaut au pays 2 appellations. Le château d'eau de l'Afrique, mais aussi le scandale géologique. Comment disposer de tant de ressources et afficher une telle pauvreté? Nous sommes à Kamsar, sur la côte ouest, à 4h30 de route de la capitale, dans l'une des plus grandes usines de traitement et d'expédition de bauxite au monde. La Guinée possède les 2/3 des réserves mondiales de ce minerai, composant indispensable de l'aluminium. Ici, 520 salariés travaillent jour et nuit pour exporter près de 14 millions de tonnes de bauxite. Il faut alimenter le stock sec là. On a le bateau qui est en chargement et actuellement on tâche sur une seule ligne parce qu'il n'y a pas assez de stock séché. Après une longue carrière à l'étranger, Kemoko Touré est revenu travailler pour son pays à la tête de la CBG. La compagnie des bauxites de Guinée est détenue à 49% par l'État et à 51% par les géants mondiaux de l'industrie minière. C'est le premier revenu de l'État guinéen. 60 millions de dollars par an, une somme dérisoire comparée à la valeur des ressources du pays. Alpha Condé a donc décidé de revoir le code minier pour que la Guinée tire un meilleur parti de ses richesses naturelles. Ce que j'espère tout simplement, c'est que le fonctionnement final du code minier en matière de relations industrielles et financières permettra d'équilibrer les intérêts des investisseurs et de la Guinée. Et il faut surtout qu'il y ait une bonne gestion des fonds qui sont dégagés. Parce que là, on peut faire tous les codes que l'on veut. Si la gouvernance n'est pas là, eh bien l'argent ne servira pas au développement. D'ici 3-4 ans, cette usine souhaite produire et exporter 20 millions de tonnes de bauxite, ce qui la placerait au premier rang mondial. La croissance, un pari que les agriculteurs voudraient eux aussi pouvoir relever. 70% de la population vit du travail de la terre. Dans ce pays à vocation agro-pastorale, l'une des priorités du président, l'autosuffisance alimentaire. À la mi-2011, il a distribué des engrais et de l'outillage pour les productions maraîchères et la riziculture. À Kindia, où l'on cultive principalement de l'ananas, ces planteurs pâtissent du manque d'engrais et de moyens. Hier, la Guinée était un des grands producteurs d'ananas parce qu'on exportait. Et puis, ça nous faisait des devises. La Guinée a perdu sa place.
on a intérêt à lever le défi. C'est la raison pour laquelle nous exigeons d'avoir des engrais pour que vraiment on puisse monter en surface. Le manque d'infrastructures et de logistique rend difficile l'acheminement de ces fruits et plus largement des autres productions dans l'ensemble du pays. Comme ici à Conakry, la capitale. Marché Niger, c'est là qu'Aminata et Massiré viennent faire leurs courses pour un repas d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, dans leur porte-monnaie, 100 000 francs guinéens, un peu moins de 10 €, juste de quoi faire un repas dans la journée. Alors évidemment, on fait attention aux dépenses, tout est soigneusement calculé. On met ça combien? 200. Tout coûte cher sur le marché. Les condiments, les denrées de première nécessité, tout coûte cher pour le panier de la ménagère. Donc, on en souffre un peu. Le salaire moyen d'un Guinéen tourne autour de 50 € par mois. Et la grande majorité vit au jour le jour, c'est la débrouille. Pour nourrir ses 3 enfants, Massiré fait commerce devant sa maison, des aliments qu'elle cuisine sur place. Cela lui rapporte 50 000 francs, environ 5 € par jour. Avec ce petit commerce, j'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Avec cet argent, je paye leur scolarité, le transport, je les envoie à l'hôpital et j'arrive à m'habiller et me nourrir correctement. Et en plus, j'économise 10 000 francs par jour. Malgré ces difficultés, Massiré s'estime chanceuse. Son quartier dans le centre-ville dispose d'électricité toute la journée. Quelques rues plus loin, c'est loin d'être le cas. Grosse colère des habitants de Dixine-Portroy, habituellement quartier calme. Les raisons de la colère? Il n'y a pas d'électricité pour regarder le premier match de l'équipe nationale de foot en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, c'était l'une des promesses du président. À Conakry, les habitants ont moins de 16 heures de courant par jour. Une situation qui ne changera pas tant que la construction des barrages hydroélectriques et des centrales thermiques ne sera pas achevée. Ces problèmes d'électricité n'épargnent personne. Au premier plan, les jeunes. D'où cette scène surréaliste sur le parking de l'aéroport. À la tombée de la nuit, une cinquantaine d'étudiants sous les lampadaires. Chez eux, pas d'électricité, donc c'est ici qu'ils révisent leurs cours. Depuis 7 ans, Tierno et Aboubacar sont des habitués du parking. Ils sont nés sous la dictature et font partie de cette génération qui aspire au changement. Ça me fait mal en fait. Quand je vois l'état du pays quand même, en fait, ça me dérange, ça me saoule un peu quoi. Oui, j'ai un peu pitié quoi. Puis avec toutes les recherches qu'on a et puis on n'a pas de courant. Après on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. On n'a pas de courant. Le courant, ça vient pas. Ça vient tour à tour, idem que l'eau aussi. C'est comme ça. Et puis quand je vois ça, j'ai un peu pitié quoi. L'un veut être médecin, l'autre diplomate. Tous deux osent croire que la nouvelle Guinée voulue par leurs dirigeants leur permettra d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et en plateau avec nous, Fatimata Awan. Bonjour Fatimata. Bonjour Antoine. Willy Bracciano aussi, vous êtes tous les deux, bonjour Willy, bonjour de retour de Guinée-Conakry. On va revenir sur la situation de ces étudiants qui sont obligés d'étudier à la lumière de ces lampadaires, mais l'information la plus récente, c'est la mise en examen du colonel Moussa Tiegboro. Il est responsable de l'Agence nationale chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé, et il a été inculpé pour le massacre et les viols perpétrés le 28 septembre 2009 dans ce stade de Conakry que vous montrez dans votre reportage. Oui, c'est une information qui a été rendue publique début février après notre tournage, et effectivement le colonel Moussa Tiegboro est inculpé par des juges guinéens pour le massacre et les viols qui ont été perpétrés le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry. Alors l'objectif en fait c'est de reconstituer les faits qui impliquent également de nombreux plaignants qui l'accusent d'avoir été présents
le jour du massacre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce colonel Moussa Camara Cheikh-Boro, le colonel Moussa Cheikh-Boro, c'est un des responsables de la junte à l'époque de Dadis Camara. Dadis Camara qui est encore aujourd'hui en exil au Burkina Faso. Alors, Moussa Cheikh-Boro, il conserve aujourd'hui son poste puisqu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que cette mise en examen a été bien accueillie par les victimes, et aussi ça montre que l'image en Guinée change, l'image de l'armée également change, puisque aujourd'hui on a une armée qui est encasernée pour la plupart, qui se veut former, qui fait aujourd'hui des grands travaux, et on assiste aussi à une opération de mise à la retraite des militaires. Alors Fatimata, est-ce qu'il existe une question ethnique en Guinée et quel impact ça pourrait avoir sur les législatives si tant est qu'elles soient organisées un jour? D'accord. Alors c'est vraiment ça le nœud du problème. Il n'y a pas de question ethnique aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire que les Peuls et les Malinqués, pour ne citer qu'eux, vivent en très bonne intelligence au quotidien. Entre les voisins, ça se passe bien. Par contre, c'est un instrument politique qui est utilisé par les appareils. On a entendu d'un côté, c'est notre tour à nous les Peuls, et de l'autre côté, tout sauf les Peuls. Donc voilà, ça va être une question qui sera au cœur du débat de ces élections législatives, si elles ont lieu, comme a été promis par le président. Dernière question, Willy, l'électricité, cette image de fin de votre reportage est quand même absolument stupéfiante et désolante finalement pour ces jeunes qui veulent étudier. Est-ce qu'il y a des chances que ça change? Oui, et heureusement pour les Guinéens qu'il faut que ça change, parce que la première image d'ailleurs toute simple qu'on a pu constater, c'est que les Guinéens sont beaucoup plus conciliants maintenant avec les agents de l'électricité de Guinée, qui sont beaucoup mieux accueillis. J'ai pu constater qu'il y avait une centaine de transformateurs achetés par le gouvernement pour pouvoir participer à l'électrification de Conakry. Il y a aussi 2 barrages hydroélectriques qui sont en cours de construction, ainsi que des micro-barrages à venir, 2 centrales programmées également, les centrales thermiques. Mais aujourd'hui, tant que ces barrages ne seront pas terminés et que le réseau d'électrification ne sera pas achevé, tout le territoire n'aura pas l'électricité en Guinée. Merci beaucoup Willy, merci Fatimata d'être venu sur le plateau de Reporter, merci à vous d'avoir suivi ce magazine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 24.